Je m'appelle Dimitri Valso et je suis dirigeant de la société Wolper, une société de conseil en optimisation fiscale et patrimoniale. J'ai créé la société en 2020 dans l'unique objectif d'accompagner les personnes qui étaient comme moi, qui étaient mal accompagnées ou du moins qui ne faisaient pas forcément les bonnes démarches. On était trop petit pour être conseillé par les grosses sociétés de conseil en gestion de patrimoine et puis on était plus ou moins gros pour pouvoir être conseillé par notre propre banquier qui avait vraiment pas suffisamment d'armes pour pouvoir optimiser la fiscalité, optimiser les placements par rapport à nos objectifs. Quand on va voir un banquier aujourd'hui, il va nous proposer peut-être une assurance vie, dans le meilleur des cas un PEA qui va être géré par on ne sait même pas qui, ni comment, avec une stratégie qu'on ne maîtrise pas du tout. Votre banquier, il va vous proposer une assurance vie, peut-être un plan épargne retraite, avec plein de frais, et dedans, on ne va même pas savoir ce qu'on peut vraiment gérer. Faites confiance, on est des professionnels, bien évidemment, et c'est avec le recul que je vois que visiblement les professionnels qui se disent, eh bien, ne permettent pas d'avoir les résultats escomptés. Cette vidéo, elle n'est pas faite pour tout le monde, elle est faite uniquement pour les personnes qui veulent avoir une optimisation fiscale, patrimoniale, ne plus payer d'impôts, ou du moins ne plus en payer inutilement, et aussi avoir une vraie expertise sur le développement de leur patrimoine, de leur épargne, comment transformer chaque euro économisé vers une performance et un vrai projet de vie, une vision long terme. J'ai accompagné plus de 2000 clients au sein de ma carrière qui a commencé en 2010 en tant que mandataire et responsable par agent commercial. Et puis ensuite, ça a évolué. Et en 2020, j'ai créé ma structure. J'ai pu racheter 2 structures sur un départ en retraite et puis un changement professionnel qui m'a permis d'acquérir autant de clients. Aujourd'hui, notre structure, elle est constituée de 9 personnes qui sont à la fois au back-office et à la fois sur le terrain pour pouvoir travailler au domicile des personnes. 90 à 95% de nos rendez-vous aujourd'hui se réalisent en visio et c'est un modèle économique qui a vraiment changé, qui a vraiment évolué et qui ne se fait pas, ou du moins qui n'est pas forcément développé avec les très grandes institutions. Je vais vous partager donc 3 grandes parties qui correspondent à ma vision du développement de notre métier de conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en investissement financier, conseiller en optimisation fiscale et patrimoniale. Et c'est cette façon-là que je vois le métier se développer à l'avenir. Aujourd'hui, ce qu'on attend d'un conseiller en gestion de patrimoine, c'est d'avoir du conseil avant d'avoir un produit. Lorsque vous allez voir un conseiller en gestion de patrimoine, la plupart du temps, dans 80% des cas, la personne déjà se dit conseiller en gestion de patrimoine, il n'a pas les diplômes qui permettent de le dire. Aussi, il a les diplômes, et c'est le cas, hein, parfois en banque, on a des personnes qui ont les diplômes et qui permettent d'être vraiment compétents dans le domaine du conseil, mais ils sont menottés par rapport à la structure dans laquelle ils sont, puisque un banquier ne peut pas faire de conseil. La seule chose il est rémunéré pour vendre. Vous allez le voir, il est là pour vendre produit. Et c'est comme ça qu'il paye qu'il a son revenu, qu'il a le variable de son revenu, il a des objectifs qui correspondent à ce que lui demande sa hiérarchie et par rapport aux objectifs de développement de l'entreprise. Donc, je parle des banques, mais les assureurs ont des objectifs qui sont encore bien au-delà. Je trouve que la pression au niveau des structures d'assurance est vraiment très très importante en termes de développement commercial. Alors c'est très très bien pour les chiffres, hein, les actionnaires sont très contents. Par contre, les clients, eh bien, ça leur met une certaine pression et en plus les produits, même s'ils étaient bons, sont bourrés de frais pour pouvoir amener une rémunération à toute la strate de personnes qu'il faut rémunérer. Le commercial, le back-office, le N+1 et ainsi de suite. Là où un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, dans une structure indépendante, à taille humaine, permet d'avoir des frais qui sont totalement différents sur les produits, d'avoir une indépendance de produits, et c'est comme ça que je vois la différence entre un conseiller en gestion de patrimoine indépendant qui va vraiment s'orienter sur l'optimisation fiscale et le rendement du patrimoine, plutôt que sur vendre un produit. La deuxième chose qu'il faut voir absolument avec un conseiller en gestion de patrimoine, c'est son niveau d'agrément. Vous allez voir donc les diplômes qui sont très intéressants parce que ça va permettre d'avoir une idée du type d'expertise que vous avez de la personne en face de vous, mais aussi il y a les agréments. Les agréments, donc on a l'IAS, donc l'intermédiaire en assurance, c'est le même agrément que vous avez
chez un assureur. Typiquement, quelqu'un de chez Prévoir, de chez AXA, de chez Generali, ou le conservateur sont des agents généraux d'assurance ou des services commerciaux d'assurance. Et il y en a plein, hein, Massif, MACSF, voilà, Alliance, tout ça, c'est des assureurs. Ils vont vendre que des produits d'assurance. Ils ne peuvent pas vous faire du conseil parce qu'ils n'ont pas d'habilitation de conseil en investissement, ni conseil en optimisation fiscale ou patrimoniale. Ces structures-là peuvent optimiser votre fiscalité que sur 2 points, la partie succession avec la partie assurance vie, puisque l'assurance vie, c'est un produit de succession, c'est un produit d'assurance qui permet d'assurer un capital pour être sûr de pouvoir le transmettre à ses enfants sans passer par la dévolution successorale en direct. Enfin, je veux dire, ce n'est pas les héritiers qui vont hériter de l'assurance vie s'il y a une clause bénéficiaire qui est différente de celle des héritiers. Ensuite, il y a les banques qui sont IOBSP, intermédiaires en opération de banque et services de paiement, qui sont vraiment orientés sur la partie banque, et ils ont aussi l'IAS. Certains ont le CIF et l'AMF, sauf qu'ils n'ont pas les produits en face pour pouvoir réaliser le conseil. Donc vous allez les voir et ils vont vous dire on a un produit pour ça, un peu comme vous avez un mot de tête, et ben on a un paracétamol. Par contre, on ne va pas aller chercher si le mot de tête il peut se gérer autrement. Concernant la partie certification, donc il y a le CIF avec l'AMF. Donc le CIF, c'est conseiller en investissement financier. Là, ça fait vraiment du tri puisqu'il y a plus que 7000 personnes qui l'ont, 7700 je crois, qui l'ont en France. Donc là, déjà, on fait vraiment un tri assez important sur le type de personnes qu'on va avoir en face de nous sur ce type de conseil. Malgré tout, malgré que que la personne elle ait le CIF, ça ne vous garantit pas non plus une qualité optimale en termes de performance des actifs et de performance du conseil. Il faut vraiment allier le fait que la personne ait le CIF et qu'elle ait un diplôme lié à la gestion de patrimoine, donc notamment en droit, parce que le CIF permet de faire du conseil, c'est un peu une licence qui permet de faire du conseil en investissement, d'aller pousser vraiment plus loin dans les produits, que ce soit des produits atypiques ou dans les stratégies, mais sans cette brique juridique liée au droit, parfois le conseil va aller à l'encontre de l'optimisation fiscale du client. Donc là, pareil, on peut avoir des CIF, je vois certains groupements qui existent en France, où les personnes sont conseillers en investissement financier, ils ont cette licence, mais par contre, ils ne vont jamais réaliser de conseils, ils vont vendre un produit d'investissement financier, et c'est là où ça fait vraiment une vraie différence, puisqu'ils vont être dans la même optique de dire « Ah, bah vous avez de la fiscalité, alors on va mettre ce produit-là, comme ça il n'y a plus de fiscalité ». Sans aller sur la stratégie long terme et avoir une vraie vision des projets long terme. Et enfin, je vais mettre la dernière catégorie, donc les conseillers en investissement financier qui ont tous les diplômes et qui souhaitent aussi, parce que le diplôme n'est pas un gage de sécurité, c'est qui souhaitent aller chercher une performance en termes de vision et de conseil. C'est très souvent des conseillers en investissement indépendants qui vont pouvoir le faire, parce qu'ils ont cette capacité de pouvoir vendre du conseil de qualité, de la valeur de qualité pour le client et se projeter vraiment longtemps dans l'avenir par rapport à la stratégie. C'est des personnes qui ont en général un diplôme qui permet de faire du droit, donc un diplôme de droit supérieur qui permet d'aller en profondeur dans la partie code civil, dans la partie code général des impôts, dans le code des assurances, très peu dans le code du commerce, parce qu'on travaille plus sur ce qui est sur la personne physique que sur l'entreprise, mais dans la partie droit de l'immobilier aussi, sur certaines particularités. Et donc ces personnes-là, dont nous on fait partie, sont vraiment orientées sur la partie objectif, plan d'objectif, de valeur pour l'investissement du client dans le long terme. On va travailler sur la structure civile, sur la structure patrimoniale, sur la construction des revenus, et parfois même demander au client de modifier la façon dont il se rémunère pour pouvoir avoir un impact supérieur en termes de rendement de l'argent entre ce qui est produit par sa structure, le coût de l'URSSAF, de l'impôt sur la société, et puis là où il a une vraie rémunération nette d'impôts. Travailler sur les deux chantiers permettent d'optimiser la valeur de l'argent entre ce qui est produit par l'entreprise et ce qui sort comme vraie plus-value pour la personne.
Et ensuite, on va pouvoir travailler sur une stratégie de manière plus ou moins indépendante sur le rendement de l'argent à long terme avec des produits, des supports qui sont rémunérés ou non par le conseiller en investissement. C'est là où on fait la vraie différence, c'est qu'on va pouvoir aller sur vraiment les objectifs du client, peu importe si on est rémunéré ou pas par une rétrocession de produits, puisque de toute façon, on va vraiment aller chercher du conseil et des honoraires. C'est là-dessus qu'on va pouvoir se concentrer. Enfin, la troisième partie de cette vidéo, c'est la partie preuve. Lorsque vous voulez travailler avec un professionnel en gestion de patrimoine, il y a ce qu'on appelle communément dans le marketing la preuve sociale. Et bien là, il faut que le client, enfin que le conseiller en gestion de patrimoine, il vous apporte des preuves de réussite de sa stratégie. Et c'est là où là, on peut faire vraiment beaucoup de tri, puisque lorsqu'on met une stratégie en place, donc ça met parfois 1 ou 2 ans avant d'avoir de vraies répercussions sur la feuille d'impôt, la déclaration d'imposition, mais aussi la partie patrimoniale avec les placements. Attention toutefois, la partie placement, elle est, je mettrai vraiment une petite alerte par rapport à ça, puisque lorsque vous êtes sur une année qui est négative, eh bien, il ne faut pas s'arrêter sur le fait que le résultat de la preuve sociale, hein, du cas client qu'on peut vous présenter, soit négatif. Évidemment, il est négatif si par exemple on a démarré sur 2022 et que l'arbitrage a été fait sur l'année 2022 et qu'on a eu des pertes. En 2025, pareil, avec début d'année, avec la douane, enfin les taxes douanières de Trump, a créé vraiment des chutes sur le marché. Donc évidemment, toutes les personnes qui ont pu regarder des résultats sur le premier trimestre de 2025, il n'y avait pas des bons résultats. Ce qui est intéressant de voir plutôt, c'est comment a été construite l'allocation d'actifs et de demander au conseiller en gestion de patrimoine pourquoi il l'a construit comme ça, quelle est la performance de cette allocation d'actifs, de toutes ces lignes d'allocation d'actifs qui ont été créées, pourquoi elles ont été créées et quel est l'objectif ou quel est le passé de celle-ci. La plupart du temps, la personne vont vous dire, enfin ceux qui ne sont pas très bons du moins, ils vont vous dire on les a choisis un peu comme ça parce qu'elles étaient performantes. Par contre, ils sont incapables de vous dire si on les projette à 10, 20 ans, quelle est la performance, le taux de retour sur investissement, quelle est la performance annuelle, enfin la performance annualisée attendue par rapport à ce qui s'est passé avec cette allocation d'actifs dans le passé. Même si la performance passée ne garantit pas la performance future, eh bien, on peut déjà parler de l'allocation d'actifs, pourquoi elle est créée et dans quel sens elle est faite. Le second point, on va s'intéresser donc à la partie fiscalité. Le conseiller en investissement financier ou conseiller en gestion de patrimoine conseiller en optimisation fiscale même, puisque c'est comme ça que je vais définir les choses, eh bien, il va pouvoir présenter une stratégie avec des résultats, dans le meilleur des cas si c'est quelqu'un qui a déjà plusieurs années, mais vous pouvez très bien tomber sur un conseiller en gestion de patrimoine qui vient de se mettre à son compte depuis moins d'un an et qui n'a pas suffisamment de preuves clients par rapport aux stratégies. Par contre, il peut vous l'expliquer. Pourquoi on fait ça, ça, plus ça, et quel est le résultat qu'on a en face. Et la façon de l'expliquer, je donne un exemple, même si je n'avais pas de preuves clients de toutes les économies d'impôts et les résultats qu'on a sur les placements financiers, je mettrai la stratégie en place, je crée une déclaration d'impôt qu'on fait sur le simulateur impôt.gouv, et là, je vais pouvoir vous montrer avec les preuves, donc la déclaration 2025, sans optimisation, et la déclaration des revenus de 2025, avec l'optimisation. Et là, vous pourrez comparer, voilà, je vous ai mis ça en place, si je vous mets ça en place, et bien en 2025, vous auriez payé tant de milliers d'euros d'impôts en moins, et ces impôts, en fait, on les aurait investis sur tel support, tel support, tel support, et ils auraient fait ce bénéfice-là au cours de l'année 2025, puisque l'année 2025, même si elle a été mouvementée, a été une année qui a eu une performance moyenne entre 10 et 12% sur les différents actifs. Attention par contre sur les actifs cotés en dollars américains, puisqu'il y a eu un change, donc ça c'est dans le cas où on a un risque de change. Le change a beaucoup bougé, puisque l'euro-dollar a pris, il me semble, 12 ou 13% dans l'année 2025, et 12 ou 13%, ça peut venir annuler des performances d'actions en dollars, d'éléments cotés en dollars qui ont augmenté de 12-13%. Puisque là, si la valeur du dollar perd 13% et que l'actif gagne 13%, ça veut dire qu'il a fait du surplace. Voilà, c'est cet ensemble de choses qu'on peut faire lorsqu'on veut s'adresser à un conseiller en gestion de patrimoine et les questions qu'on peut lui poser pour être sûr d'avoir la bonne personne en face de soi. Et il n'y a pas que l'agrément, il n'y a pas que les diplômes, il y a la vision qui est super importante. Et un autre point qui parfois est posé, une question qui est posée par les clients, c'est si demain vous n'êtes plus là, comment on fait? Eh bien,
Déjà, le conseiller en gestion de patrimoine, et là, il faut être vraiment sûr de ça si ce n'est pas le cas, il n'encaisse pas les fonds. Le conseiller en investissement financier, il va conseiller un support d'investissement et vous versez les fonds directement sur le support, sans passer par le compte du conseiller en investissement, du conseiller en gestion de patrimoine. Si ce n'est pas le cas, là, normalement, il y a un problème. S'il veut le faire, s'il peut le faire, il faut déjà qu'il ait une garantie financière. Donc c'est une assurance qui est fournie par une banque ou une compagnie d'assurance qui lui permet d'encaisser les fonds des clients et de les rétrocéder. La structure, dans ce cas-là, mince. La structure, dans ce cas-là, elle a une enveloppe d'encaissement limitée, parfois à plusieurs centaines de milliers d'euros ou en millions d'euros, et ne peut pas encaisser plus d'argent que cette somme-là en même temps. Parce que, en fait, cette garantie financière, elle est là dans le cas où la structure a une difficulté financière et que entre deux transferts, ça ne se fait pas. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir été jusqu'à la fin. Pour pouvoir aller plus loin dans votre démarche avec un conseiller en gestion de patrimoine, prenez rendez-vous avec nous. Nous réalisons un audit gratuit de 45 minutes. On va écouter vos objectifs, vos problématiques. Et à la fin de ce rendez-vous, on pourra vous déterminer si il est possible de vous accompagner avec une réelle valeur à la clé par rapport à une économie d'impôt ou une performance sur votre épargne, ou si ce n'est pas le cas. Notre procédure, elle se fait en 2 étapes. Un premier rendez-vous où on va vous écouter et on va vous poser quelques questions sur quels sont vos objectifs, quelles sont vos contraintes et vos challenges aujourd'hui, et quel est le résultat final que vous attendez. Et ensuite, un second rendez-vous, si vous êtes éligible, vers une restitution de l'audit et des plans, un plan avec des axes d'amélioration sur votre situation, avec des objectifs à atteindre et un résultat que nous déterminons ensemble. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est grâce à ça que vous pouvez voir la vidéo. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans un nouveau format de vidéo masterclass.